Comme chaque vendredi, nous refaisons le point économique et ce matin, c'est Véronique Riche-Flores qui est avec nous. Véronique, bonjour. Bonjour Géraldine. Vous êtes économiste indépendant. Alors, cette semaine, beaucoup de données européennes sont tombées et dans l'ensemble, elles sont plutôt positives, ces données. C'est un bon signe. Dans l'ensemble, elles sont non seulement positives, j'ai presque envie de dire très bonnes. Oui, trop. Peut-être un peu trop bonnes, on le verra effectivement, parce que les marchés réagissent, en particulier les marchés de taux à ces données, et pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a d'abord eu la confirmation que la croissance 2017 était un bon cru, le meilleur depuis, alors selon les pays, mais en général quand même à peu près depuis 2010, 2011. On a la fin d'année qui s'est terminée sur une note très positive. Oui. Dans le cas de la France, 0,6% de croissance. Ça veut dire que sur la lancée, si on ne faisait rien, si la croissance était à zéro au cours des prochains trimestres, on aurait néanmoins en moyenne une croissance de 0,9. C'est ce qu'on appelle l'acquis dans le jargon économiste. Donc ça porte également l'optimisme ou le relatif réconfort par rapport aux perspectives 2018. Du coup, la confiance des consommateurs revient. Alors, la confiance des consommateurs est relativement solide. C'est pas là qu'on a les meilleurs résultats. C'est plutôt là d'ailleurs, du côté des consommateurs, qu'on s'interroge. En réalité, c'est plutôt du côté des entreprises que les choses vont très bien, parce que les carnets de commandes continuent à se remplir. Les commandes à l'exportation, qui auraient pu pâtir un petit peu de la hausse de l'euro, pour l'instant ne bougent pas. Ça veut dire qu'également les entreprises semblent retrouver un certain pricing power, ce qui est plutôt de bonnes nouvelles. Alors, je nuance un petit peu mon propos. Toute la question va venir, ou les perspectives viendront effectivement, me semble-t-il, de deux choses. Ce qui se passera au niveau, sur le front de la consommation. Je crois qu'on est dans un contexte, et on le voit très bien aux États-Unis, qui ont un peu plus d'avance sur le cycle européen. La reprise d'investissement ne signifie pas de facto une amélioration des perspectives d'emploi. Je pense que ça, c'est quelque chose que les économistes doivent commencer à intégrer parce qu'on attend aujourd'hui les chiffres de l'emploi américain, effectivement, et la tendance, la croissance de l'emploi aux États-Unis a considérablement décéléré. Alors beaucoup disent oui, mais c'est normal à ce stade du cycle. Oui, mais si on veut continuer à entretenir le cycle, il faudra une croissance de l'emploi plus importante. Et on voit effectivement un phénomène de substitution. On investit plus, mais on embauche moins. Ça peut être lié à des difficultés d'embauche de personnel qualifié. Ça peut être lié à la digitalisation de l'économie et dans de nombreux secteurs, ou aux changements plus généraux concernant l'introduction de nouvelles technologies dans nos processus de production. Et on ressent effectivement que du côté des consommateurs, c'est bon, sans plus, et plutôt en train de se détériorer, avec une extrême sensibilité à quoi? Deux facteurs: la hausse des prix, qui, dès qu'on a un petit peu plus d'inflation, ralentit considérablement la consommation, et peut-être une sensibilité accrue à une hausse des taux d'intérêt. Ça, on le verra sur le long terme. Et l'inflation, est-ce qu'elle peut revenir? Parce qu'il y a deux choses en ce moment. Il y en a qui disent que oui, elle va revenir. Aux États-Unis, on prédit plutôt, la Fed a prédit cette semaine une inflation un peu à la hausse pour 2018, ce qui peut avoir un impact bien sûr sur le marché européen. Et nous, en France, est-ce que oui ou non, il peut y avoir à nouveau de l'inflation? Écoutez, je dirais qu'à court terme, ça paraît très difficile d'avoir un retour de l'inflation spontanée. Pour avoir de l'inflation, et on le retrouve dans le discours des banquiers centraux, il faut quand même une boucle prix-salaire qui fonctionne à peu près. C'est-à-dire qu'on a des hausses de prix, par exemple des hausses de prix de l'énergie, qui se transmettent au salaire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et de manière vraiment durable et persistante, c'est une absence totale de cette boucle prix-salaire, y compris donc dans les pays qui ont des taux de chômage historiquement faibles ou très faibles. Je pense aux États-Unis, mais également en Allemagne, tout près de nous, où finalement le taux de chômage est très bas, on a beaucoup d'emplois, on a une croissance solide depuis longtemps et toujours pas d'inflation salariale. Et à partir de là, les gains de pouvoir d'achat sont limités, et dès que vous avez un peu plus d'inflation importée ou créée par des chocs de taux de change ou des mesures protectionnistes, hausse des droits de douane, etc., mais finalement ça réduit le pouvoir d'achat des ménages et ça ne prend pas. Du coup, est-ce qu'on a aujourd'hui des conditions qui peuvent
faire changer cet environnement. C'est vrai que le niveau de croissance globale est un peu plus élevé, donc ça peut aider un petit peu. Les entreprises ont également plus de marge pour éventuellement distribuer un peu plus. La vérité, c'est que du côté des salaires et des conditions du marché de l'emploi, on voit très difficilement se profiler ou très peu de place pour une accélération, même graduelle, des rémunérations et des salaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Maintenant, vous savez, l'inflation, quand vous finissez par remonter les barrières douanières, par multiplier les plans de relance ou éventuellement d'infrastructures aux États-Unis, on en est loin, à mon avis, elle finira toujours par revenir. Mais c'est pas certain. Enfin, il me semble que le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est qu'on ait une petite accélération inflationniste qui vienne au contraire tout casser, en particulier parce qu'on a des marchés qui peuvent difficilement supporter, me semble-t-il, des valorisations sur les marchés internationaux peuvent difficilement supporter une accélération de l'inflation qui se retrouverait dans des niveaux de taux d'intérêt un tant soit peu plus élevés qu'aujourd'hui. Et si on a une tendance inflationniste, la confiance des consommateurs va parvenir. Probablement pas, effectivement. Concernant les taux justement d'intérêt, les taux directeurs, est-ce qu'ils vont aussi augmenter ou ça, puisque Mario Draghi, pour l'instant, la semaine dernière, s'est exprimé, il n'a pas annoncé de taux qui allait changer. En tout cas, la politique monétaire allait être poursuivie jusqu'en septembre 2018 au moins. Oui, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on ne parle pas de hausse des taux. C'est pas ce qu'on commence à envisager, c'est la fin des mesures de quantitative easing, c'est-à-dire d'achat d'actifs. Pour l'instant, effectivement, la BCE s'est engagée à poursuivre son programme d'achat jusqu'au mois de septembre. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on prépare la suite? Est-ce qu'on suit un cheminement type Banque centrale européenne et on commence à communiquer sur une réduction éventuelle du bilan à terme, lointaine, graduelle, et sur une possible remontée des taux d'intérêt? Ou est-ce qu'on garde plus de temps et donc plus de latitude dans un environnement qui effectivement est encore assez incertain, où je le disais, et c'est le credo de la BCE, en tout cas de Mario Draghi, on ne bouge rien tant qu'on n'a pas l'assurance que l'inflation est en voie de se normaliser. Et je pense qu'effectivement, il y a là une attitude prudente qui est justifiée également par un environnement de taux de change extrêmement menaçant aujourd'hui. C'est-à-dire que le dollar est en train de s'effondrer, et pas seulement à l'égard de l'euro, mais à l'égard de la plupart des devises des pays développés, mais également des devises émergentes. Le yuan, à ce titre, s'apprécie à un rythme qui sans doute va commencer à poser problème. Et du coup, cette situation-là de fragilité extrême du dollar retentit sur le reste du monde, avec des banques centrales, en l'occurrence en Europe, mais également au Japon, qui sont tétanisées à l'idée que si elles bougeaient un petit peu le curseur de leur politique monétaire, ça pourrait se solder par une embardée des taux de change, que probablement, avec des retombées probablement nocives pour la croissance. Donc, on voit qu'on est dans un statu quo assez inconfortable, parce que c'est vrai que je pense que les banquiers centraux ne voudraient pas être montrés du doigt dans quelques années comme les gros responsables d'une bulle gigantesque des marchés d'actions surtout, mais pas seulement, et donc voudraient bien se prémunir et pouvoir calmer un petit peu l'enthousiasme des marchés d'actions en particulier. C'est très difficile néanmoins, ce qui laisse penser qu'on ne va pas bouger très vite. Donc finalement, les clignotants sont plutôt verts, mais il faut rester prudent. Alors ils sont plutôt verts, avec des marchés obligataires qui commencent à être impatients. Et la remontée des taux longs, à long terme, fait qu'effectivement, ça peut venir gripper les indices actions. C'est peut-être ce qu'on est en train de traverser en Europe en ce moment, doublé du phénomène de change. Il y a également un certain nombre de signaux qui incitent aujourd'hui à la prudence. Moi, j'avais titré ma réunion trimestrielle de décembre sur Bienvenue en Annapurna. On a envie de dire, attention, en Annapurna, il y a des crevasses aussi. Et ces crevasses peuvent être fatales certaines fois. Donc, on est dans un environnement effectivement qui suggère une extrême prudence aujourd'hui. Très bien, bon on va rester sur cette note de prudence, on va être mesuré même si les clignotants sont plutôt au vert en ce moment. Merci Véronique Riche-Flores, vous êtes économiste indépendante.